Bonjour, bienvenue dans cette présentation de l'UliDB. Cette vidéo est optimisée pour un affichage en Full HD en plein écran. Si vous utilisez une autre résolution, certains textes peuvent être illisibles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'UliDB de manière générale. L'UliDB, ce n'est pas un outil qui est fait pour administrer les bases de données. Pour administrer les bases de données, vous utiliserez les outils du marché tels que Todd, IDSQL, SQL Management Studio. Quand vous développez une application, on se rend compte que finalement, vous passez peut-être 5%, 10% de votre temps à modifier la structure de vos données, voire même largement moins, et vous passez 90, voire 95% de votre temps à vous balader dans les tables pour essayer de comprendre vos bugs. C'est là que l'UIDB il intervient. Il est capable de vous aider à naviguer dans les données, de rajouter une surcouche optimisée pour le développeur que les outils d'administration ne font pas. Dès que vous devrez de nouveau modifier la structure de votre base de données, et bien là, vous retournerez sur l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser. On va commencer maintenant avec un cas client. Vous avez un call center qui gère la outline des logiciels que vous avez développés. Donc on va partir du principe que vous recevez un ticket avec un client qui vous dit il a un problème sur la base Fusion Test et le client s'appelle Sébastien Dupont. Le ticket vous indique que le client a un problème avec sa commande 1691 et 1693. Il veut passer les frais de port de T1 Express, T2 Express à T1 et T2 pour faire des économies. Donc vous êtes nouveau développeur dans la société et donc forcément tout ça c'est un peu du charabia pour vous. T1 Express, T2 Express, les tables vous savez même pas où elles se trouvent, donc déjà il faut que vous recherchez dans la documentation. Vous essayez de trouver aussi les bonnes personnes. Et là, on va voir finalement qu'avec l'UIDB, on peut assez rapidement se sortir de ce problème. Donc dans le ticket, il y avait marqué qu'il fallait chercher la base fusion, mais il était mal orthographié. Donc déjà, on voit qu'on ne trouve pas de base. Donc on va utiliser Soundex. On va taper Soundex 2 points. Et alors, ça va rechercher le nom de la base, mais en phonétique. Donc là, on retrouve directement nos bases de données. Dans le ticket, c'était Fusion Test. La base apparaît parmi les trois bases. On va double-cliquer dessus et on va directement rentrer dedans. On sait que c'est l'utilisateur Sébastien Dupont. Donc maintenant, on va regarder s'il existe une table utilisateur. Donc là, pareil, même principe. Utilisateur, on voit que les tables utilisateurs apparaissent. Il y a plusieurs tables qui apparaissent. Donc maintenant, on va essayer avec les différentes informations. On voit que la première colonne nous dit si jamais c'est une table ou une vue. La colonne d'à côté nous indique le nombre d'enregistrements. Voilà, donc ça va de 16 jusqu'à 2000, 1900. La colonne d'à côté nous affiche la taille de la table physiquement. La colonne d'à côté nous indique le nombre de champs et ensuite le nombre de clés primaires et la date de création de la table. En regardant les différentes tables, on voit quand même que Fusion Utilisateur, c'est celle qui sort un petit peu du lot. Donc on va cliquer dessus. Dans la partie de droite, on va voir les champs qui apparaissent et on va regarder s'il y a un champ login parce qu'une table utilisateur a toujours un champ login. Donc on voit bien qu'elle contient un champ login, elle contient un nom. Donc on va double-cliquer sur la table et on va aller à l'intérieur. Sur l'ouverture d'une table, le logiciel est paramétré pour afficher que les 1000 premiers enregistrements. Donc on va réexécuter la requête en enlevant le top. Dans l'onglet statistiques, on voit le temps d'exécution des deux requêtes. Forcément, la deuxième est plus longue parce qu'on charge toute la base de données des utilisateurs. Au survol d'un point, on a quelques informations qui s'affichent sur l'exécution de la requête. Donc on va retourner dans nos données. Et maintenant, on va voir si cette table contient un utilisateur qui s'appelle Dupont. Donc on recherche dans le row contains Dupont et il va filtrer toutes les rows. Et là, il nous retrouve une row. Le login contient Sébastien Dupont, donc on voit qu'on est dans la bonne table. On va maintenant utiliser la navigation automatique pour se balader dans les tables. Donc là maintenant, on voit qu'il nous affiche toutes les relations. Donc c'est automatique, il détecte par rapport au schéma de la base de données. Et il y a une petite subtilité. Quand il y a une clé qui est grise, c'est une clé étrangère. Quand il y a une clé qui est jaune, c'est une clé primaire. Et quand il y a un petit écrou dessus, c'est que c'est une clé virtuelle. Dans ce cas précis, il y a beaucoup trop de relations. On voit qu'il en affiche 146, donc on va passer par le détail. C'est la même fenêtre, mais elle nous permet de filtrer, de faire des recherches. Donc la demande initiale dans le ticket, c'est de rechercher deux commandes. Donc là, on voit qu'il y a des relations avec la table des commandes qui apparaissent. Et on voit EC commande client. Ah ben, on pense que ça pourrait peut-être correspondre à ça.
on voit qu'il y a plusieurs relations qui pointent vers la table C commande client, et à côté, on voit la relation utilisateur ID créateur, modificateur, validateur. On soupçonne quand même que c'est quand même le créateur de la commande qui est concerné. On commence à avoir une vision un petit peu plus précise de ce qu'on cherche. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner la ligne EC commande client. On va double-cliquer sur la ligne et ça va automatiquement nous afficher la liste des commandes clients filtrées avec l'idée d'utilisateur qu'on avait sélectionnée dans notre grille. Nous allons maintenant rechercher nos deux numéros de commande. Donc on va effectuer un tri sur la colonne numéro en cliquant sur l'entête de colonne. On va maintenant scroller pour retrouver dans la liste nos deux commandes. Et là, on va tomber sur la commande 1691 et 1693. Donc maintenant, on va sélectionner les deux numéros de commande, 1691 et 1693. Et on va générer une requête avec les valeurs qui ont été sélectionnées. Et automatiquement, l'UIDB va nous régénérer une requête SQL en faisant un in sur les deux numéros. Donc on a isolé nos deux commandes qui nous posent problème. Donc le filtre, je l'ai fait sur les numéros de commande, mais je vais vous montrer qu'on peut le faire avec pratiquement n'importe quelle valeur. Ça permet de très rapidement filtrer quand on a besoin d'afficher un certain nombre d'éléments. Donc au sein d'une même colonne CDE, CDU et dans différentes colonnes CDE. Donc là, on va sélectionner 3 valeurs, 4 valeurs dans des colonnes différentes. On refait la même chose, même opération. Et on voit que la requête SQL qui a été générée a été faite automatiquement. Il a sélectionné les montants qu'on voulait, le code système qu'on souhaitait et les quantités totales qu'on voulait. Ça n'a pas produit de résultat. On va en faire une autre qui va produire un résultat. Mais en l'espace de 2-3 clics, on peut très rapidement filtrer des données. Donc c'est là où je vous dis que l'UIDB est optimisé pour les développeurs. C'est dans ce type de tâches-là qui reviennent quand même très régulièrement quand on fait du développement. On va revenir maintenant sur les deux commandes qu'on a isolées avant pour continuer notre débugage. Et on va rechercher parmi ces colonnes ce qui pourrait être de la facturation ou des numéros. Donc on voit qu'en plus sur la partie haute à gauche, on peut filtrer sur le colonne name. C'est que vous avez fait une requête qui retourne 150 champs. Et bien là, vous tapez juste numéro et il vous filtre que numéro. Vous faites un pipe, hop, numéro et grille de facturation. Là, on recherche la facturation. Donc là, on a vraiment fait un focus visuel sur les champs qui sont nécessaires au traitement de notre problème. On va maintenant prendre notre première commande, on va cliquer sur le guide. Et là, on voit sur la partie de gauche toutes les informations de rapport qui ont été trouvées. Et bien là, on voit que c'est Sébastien Dupont qui a passé la commande et que la grille de facturation, c'est du T1 Express. Ah, ben ça revient avec ce qu'on avait dans notre ticket. Donc en regardant le curseur, on voit vraiment que c'est marqué T1 Express. Donc on voit que c'est un guide qui correspond au T1 Express pour la commande. On va sélectionner notre deuxième commande et on va regarder ce qui apparaît. Et bien là, on voit que c'est le T2 Express. Donc en fin de compte, c'est exactement ce qui a été demandé dans le ticket. T1 Express, T2 Express modifié en T1 et T2. Le rapport de gauche qui est affiché, il affiche les champs les plus cohérents. Si vous cliquez sur un petit plus, il vous affiche tous les champs de la table. Donc petit moins que les champs les plus utilisés, petit plus tous les champs de toutes les relations. Si dans le rapport à gauche, vous double-cliquez sur la ligne, il va automatiquement ouvrir une fenêtre qui va vous afficher dans une grille la ligne qui était affichée dans le rapport. On va le faire pour le T1 Express. On va double-cliquer dessus afin de l'afficher la table. La grille s'affiche avec le where sur l'ID qu'on avait sélectionné. Donc on va le retirer et on va tout afficher. Et maintenant, on va aller dans la grille pour vérifier, pour rechercher le T2. Et on va en même temps filtrer les colonnes pour n'avoir que les colonnes qui sont vraiment nécessaires. On a vu qu'il y a 4 lignes qui correspondent à T2. Et il y en a une qui s'appelle T2 tout court. Donc c'est forcément le T2 qu'on sélectionnera pour notre commande. En naviguant dans la table, on voit également qu'il y a différents tarifs. Donc il faudra probablement les mettre à jour dans l'autre table
au moment où on changera le tarif. On va maintenant retourner dans nos deux commandes, maintenant qu'on sait qu'on est dans la bonne table et qu'il y a bien toutes les informations nécessaires. Et là, on va maintenant effectuer le changement. Et là, on voit encore un cas où les relations prennent tout leur sens. Quand vous êtes sur une clé étrangère, si vous faites F2, il vous ouvre un tableau de la table avec la relation dans lequel vous pouvez resélectionner une valeur automatiquement. Là, présélectionner, c'est le T1 Express. Vous avez juste à chercher T1. Il vous filtre les valeurs. Et là, on voit qu'on peut directement chercher le T1. On le sélectionne et on fait enregistrer. Il va le mettre à jour dans la grille. On va décaler un petit peu la fenêtre pour voir également qu'il y a les tarifs qui s'affichent. Et là, on voit qu'on doit passer de 29,9 à 5,9, que le taux de TVA c'est 19,6. Donc ça va nous permettre également de mettre à jour les autres informations pour les frais de port. Donc là, et on va faire pareil, répéter l'opération pour la deuxième valeur. On va modifier maintenant les 29,9 en 5,99. On va maintenant répéter l'opération sur la deuxième ligne de la deuxième commande. Donc même principe, F2, ça ouvre la table avec la relation, donc on a toutes les lignes. On peut effectuer une recherche dedans, donc on va passer de T2 Express à T2 standard. On vérifie sur la ligne qu'on a bien tous les éléments et on va enregistrer. Une fois enregistré, on va modifier pareil à côté le montant des frais de port hors taxe. Alors bien sûr, il y a le TTC qu'il faudrait également faire, mais là c'est pour la démonstration. Et une fois que tout est fait, on va faire un update tout database parce que tout ça ne s'est passé que dans la grille, rien n'est en base, et ensuite on sauvegarde en base de données. On file sur les colonnes qui contiennent les frais de port. Et voilà, là on voit les différents montants, et quand on clique, la relation est bonne. Et voilà, c'est la fin. Donc si vous êtes encore là, je tiens à vous remercier parce que la vidéo a duré un bon petit bout de temps. Et vous pouvez voir qu'avec l'UIDB, on peut facilement résoudre les problèmes des fois qui peuvent être complexes, même quand on ne connaît pas la structure. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, rendez-vous sur lulidb.com ou sur ma chaîne YouTube.